Dans One Piece, un capitaine sans équipage, c'est juste un pirate random perdu en haute mer. Sans un groupe équilibré en termes de compétences et de puissance, impossible de prétendre aux titres les plus prestigieux. Empereur des mers ou roi des pirates, tous ont su s'entourer de puissants alliés pour les aider dans leur quête. Mais vous vous êtes déjà demandé quel serait l'équipage le mieux structuré pour remporter la course au One Piece? Et ben justement, c'est la question à laquelle je vous propose qu'on réponde ensemble aujourd'hui. Bon visionnage. Yo les ratpi, vous l'avez vu dans le titre et compris dans l'intro, aujourd'hui on crée le plus puissant des équipages pirates, celui qui atteindra Laugh Tale et décrochera le One Piece avant tous les autres. Il y a quelques années sur le YouTube anglophone, il y a eu un concept comme ça qui tournait pas mal, où les mecs se taguaient chacun pour créer leur équipage pirate de rêve qui les aiderait à conquérir le nouveau monde et à devenir le roi des pirates, mais en respectant 3 règles simples. Règle numéro 1, le créateur devait être le capitaine de son propre équipage en choisissant ses pouvoirs, soit en prenant un skill set existant dans le manga, soit en créant son propre fruit du démon imaginaire par exemple. Règle numéro 2, il fallait choisir 12 personnages de l'univers de One Piece, morts ou vivants, canon ou pas, divisés en 2 catégories de persos chacune, les combattants et les personnages supports, donc navigateurs, cuisiniers, médecins, etc. Règle numéro 3, pas le droit de choisir des Yonko actifs ou inactifs, sinon ils auraient monopolisé les débats. Depuis, des créateurs français comme Le Philosophe se sont aussi pliés à l'exercice, mais en adaptant le concept selon ses propres critères et en se concentrant vraiment sur la composante que je trouvais la plus importante, celle de créer l'équipage le plus adapté à la course au One Piece. Du coup, comme ça fait un bail que moi aussi j'avais envie de faire ça, je me suis dit pourquoi pas mélanger un peu les deux concepts pour créer ce qui serait d'après moi le meilleur équipage pour trouver le One Piece. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va garder les règles du challenge de nos amis anglophones, mais en choisissant pas juste des persos qu'on kiffe, le but ce sera vraiment d'axer mes choix sur la quête du One Piece. Je précise qu'on aura le droit aux personnages du passé, toutes factions confondues, donc pirates, marines ou même révolutionnaires, toutes les raisons sont bonnes pour rendre notre équipage le plus pété possible. Bon, et on l'a dit, mais pas le droit au Yonko parce que sinon c'est pas drôle. Et comme l'a fait le philosophe, je m'interdis les personnages de l'équipage de Roger parce qu'ils sont tous déjà allés sur Laugh Tale, donc ce serait un peu la mort du fun. Pareil, exit les Xebec, Im, Joy Boy et autres Ryuma parce que ces figures divines du verse, on n'en sait pas beaucoup sur eux, et même ça rejoint ce qu'on disait sur les Yonko, ce serait un peu le choix de la facilité. Ah oui, et bien sûr, il faudra un minimum de synergie et de cohésion dans notre groupe, et aussi un bon équilibre entre utilisateurs et non-utilisateurs de fruits du démon, au cas où notre bateau coule et qu'on tombe à la flotte. Dernier petit détail mais quand même important, j'inclurai aucun perso introduit pendant l'arc actuel, donc Elbaf, tout simplement parce qu'au moment où je rédige ce script, on a trop peu d'infos sur eux. Bref, maintenant que vous savez tout, n'hésitez pas à faire votre propre équipage dans les commentaires en même temps que moi, histoire qu'on puisse un peu comparer nos choix. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait ou que vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite bien sûr à vous abonner en activant la cloche, vous le savez c'est super important. Allez, on commence. Et on attaque cette shortlist des 6 personnages supports avec l'un des rôles les plus importants d'un équipage selon moi, le cuistot. Et vous vous doutez bien que si on veut un groupe capable d'aller le plus loin possible dans le nouveau monde, il nous faut non seulement des persos doués dans leurs rôles respectifs, mais qui sont aussi capables d'assumer les grosses bagarres qu'on va devoir faire contre la concurrence. Et d'après moi, le parfait équilibre entre ces deux trucs, c'est clairement Sanji Vinsmoke. Bon, déjà je pouvais clairement pas faire une Fantasy League One Piece sans prendre mon perso préféré, mon GOAT, aka Sanji la jambe noire. Et puis, honnêtement, depuis le début du manga et surtout pendant Whole Cake, Sanji n'a fait que nous prouver que ses talents de cuisinier étaient sans doute les meilleurs du verse. D'après Chiffon, les talents culinaires de Sanji dépassent ceux de Stroizen, le meilleur chef de Big Mom, la grosse morphale. Il a carrément réussi à recréer entièrement le gâteau de mariage en moins de 12 heures, alors qu'il avait fallu des jours entiers à Stroizen. Le gâteau était d'ailleurs tellement banger qu'il a donné à Big Mom le plus gros orgasme culinaire de sa vie, alors que la meuf, elle fait que bouffer. Et dites-vous qu'il a réussi à refaire la recette juste en la déduisant avec son odorat, c'est vraiment une folie. Des exploits culinaires comme ça, c'est un peu la normalité pour Sanji, mais celui-là en particulier, il illustre non seulement son talent, mais aussi le fait que la cuisine peut vous sauver de certaines situations dans le monde de One Piece. Aussi bien sûr, Sanji a appris toutes les 99 recettes vitales du Newkama Kenpo qui lui permettent de faire des plats super bons et qui en plus redonnent de l'énergie à ses Nakama. Et puis bon, en dehors de la cuisine, Sanji c'est aussi un atout de fou pour l'équipage hein. Déjà, il a pas de fruits du démon et il maîtrise le Blue Walk, donc si nos utilisateurs de fruits, parce que oui il y en aura, tombent à l'eau, et ben on est assez safe, et il peut même se battre dans un environnement aquatique. Il a aussi un rêve qui le motive, celui de trouver All Blue, ce qui le rend encore plus déter. On sait qu'il sera loyal et dévoué envers son capitaine, mais aussi envers ses Nakama comme il l'a démontré plein de fois dans le manga. Il est aussi super intelligent, comme on l'a vu plusieurs fois, notamment sur Little Garden, où c'est lui qui récolte les infos sur le Baroque Works, ou bien encore sur Enies Lobby, où il a l'idée ultra clutch de fermer la porte de la justice. Et bien sûr, pas besoin de vous préciser à quel point c'est un combattant super fort, surtout depuis son power-up de Wano Kuni, où il a éveillé ses gènes de Germa,
et où il a tabassé Queen, le deuxième commandant de l'équipage aux 100 bêtes de Kaido sans transpirer une goutte. Son exosquelette qui le rend super tanky et résilient et sa vitesse de fou lui ont carrément permis d'intercepter une attaque lumière de Kizaru, sans parler de son diable jambe qu'il peut maintenant transformer en Ifrit jambe avec des flammes encore plus chaudes grâce à son haki et à son nouveau corps de cyborg, ce qui lui permet d'augmenter non seulement la puissance mais aussi la vitesse de ses kicks qui étaient déjà dévastateurs. Non, franchement Sanji, il cook dans tous les sens du terme et ne pas le prendre dans l'équipe, ce serait une hérésie. Autre rôle super important dans un équipage, surtout pour un hypocondriaque comme moi, c'est le docteur. Un bon médecin va assurer la bonne santé du groupe, mais pourra aussi soigner les blessures après les grosses batailles. Et bon, même s'il y a pas mal de bons candidats à ce poste, je vais pas faire le mec cool et différent, et je vais juste prendre le grand Trafalgar dit Waterloo. Doc Q, Chopper ou même Marco sont tous intéressants à avoir dans un équipage, mais honnêtement, avoir l'eau c'est juste beaucoup trop cheaté. Grâce à son fruit du démon, il est non seulement un chirurgien de fou malade, mais même mieux, le mec nous donne même une vie en plus avec son opération de jouvence si ça tourne mal. Et d'ailleurs, il faut pas croire que Law est juste un bon médecin grâce à son OPOP Nomi, même si ça l'aide pas mal. Les deux parents de Law étaient des docteurs et son père était même réputé comme le meilleur médecin de Flévence. Dans le flashback du chapitre 762, on voit bien que ce dernier enseignait la médecine à Law dès son plus jeune âge. On sait aussi qu'il a continué à l'étudier après avoir quitté la Don Quijote Family grâce à Corazon. Donc Law a vraiment des solides bases de médecine, et d'ailleurs sa capacité à soigner Jinbei prouve qu'il ne maîtrise pas que l'anatomie humaine, mais qu'il est plutôt polyvalent. Et aussi bien sûr, je le disais pour Sanji, mais avoir un personnage support du calibre de Law en combat, c'est juste trop fumé. Je trouve d'ailleurs que Law est relativement sous-coté dans la communauté, alors qu'après avoir battu Big Mom avec Kid, Law a littéralement donné un combat à l'empereur Barbe Noire en 1v1. Et les gars, faut se rendre compte, hein, mais le combat de Law et Barbe Noire a duré au moins plusieurs heures. Et je dis que le combat a un peu duré, parce que Law et son équipage se font jump par Teach, Doc Q et les autres au chapitre 1063, alors que les Mugi arrivent tout juste sur Egghead, et il est vaincu au chapitre 1081. Or 2 chapitres plus tôt, on a un flashback qui montre York donner des instructions aux Séraphins, avec un panneau qui précise que c'est plusieurs heures avant. Or, sans indicateur temporel du narrateur comme c'est souvent le cas, on peut conclure qu'on suit les aventures de Law et de Luffy en direct et en parallèle. Donc si Luffy et les autres sont sur Egghead depuis plusieurs heures à ce stade, c'est aussi le cas de Law et Teach sur Winner Island. Donc il n'y a vraiment aucun monde où Teach a battu Law rapidement, et encore moins facilement. Et dites-vous que Law a réussi à bloquer une attaque du Gura Gura Nomi infusée de haki de Barbe Noire avec sa K-Room, et je sais pas si les gens réalisent à quel point c'est de la folie la puissance de Law en vrai. Beaucoup utilisent ça d'ailleurs pour dénigrer Teach, alors que c'est objectivement une preuve de puissance de Law, faut arrêter les doubles standards. Bref, avec son fruit éveillé surcheaté, son excellente maîtrise du haki, couplée à ses talents de médecin et de chirurgien qui en plus nous donnent une vie en rab, Law c'est largement le meilleur choix. Comme troisième personnage support, j'ai choisi Van Augure. Et contrairement aux deux personnages précédents, mon choix ici tient plus au personnage lui-même qu'à l'importance de son rôle précis. Je m'explique. En fait, l'avantage de Van Augure, c'est qu'il pourra non seulement tenir les rôles de sniper, de canonnier et même de vigie, mais en plus, avec son fruit de la téléportation, il sera aussi super utile comme personnage support au sens propre du terme. Grâce à ses pouvoirs, Van Augure est un atout de fou dans les batailles rangées entre équipages. Il peut se déplacer au mieux pour envoyer des tirs d'ultra loin, et comme il nous montrait déjà dans l'arc Jaya, il est super précis, donc imaginez maintenant, il peut téléporter les membres de l'équipage pour attaquer comme se défendre, bref, il va vraiment être super utile. En plus, sa vitesse de réaction lui permet de se téléporter lui et ses alliés assez vite pour esquiver des attaques de personnages du calibre de Saturne, et on le voit partout entre Winner Island, Whole Cake et Egghead dans un laps de temps qui semble assez court, donc on pourrait en déduire que la portée de son fruit est encore plus grande qu'on l'imagine. Bon, après il doit quand même toujours se déplacer en bateau, ce qui implique des limites à son pouvoir, mais encore heureux vous me direz. Et comme j'ai dit, Van Augure serait aussi une assez bonne vigie, un rôle assez sous-coté alors que c'est plutôt RP dans un monde de pirates. Ensuite, j'ai choisi de prendre un charpentier, ce qui sera super important pour entretenir notre bateau contre toutes les intempéries de Grand Line et du Shinsekai. Pour ça, j'avais le choix entre les classiques, donc Tom ou Franky, mais j'ai choisi d'opter pour Rob Lucci. Alors je sais que c'est vraiment le roi des enlécus lui, mais en vrai quand on y pense, il est super loyal envers le GM, donc on peut imaginer qu'il le serait tout autant envers notre équipage vu qu'au final, personne l'aurait forcé à nous rejoindre techniquement. Bon j'avoue c'est un peu capillotracté et il faudra vraiment qu'il apprenne à se tenir, mais bon, vu les monstres qui l'entourent, on va dire qu'il se tiendra à carreau. Et puis après tout, en plus d'être un charpentier très compétent formé à Water 7, une ville réputée pour son expertise en la matière, Rob Lucci c'est aussi et surtout un combattant super impressionnant. Maîtrise ultime du Rokushiki, fruit du léopard éveillé et acquis de l'armement puissant, Rob Lucci est super polyvalent.
On le voit même résister à un coup de poing dans le Figure 5, enduit de haki de l'armement avec sa propre attaque, et même se relever après s'être mangé un Dawn Rocket de ce même Luffy de plein fouet. Pareil, mine de rien, il a donné un combat à Zoro post-Wano, qui finira par le vaincre après que Sanji l'ait motivé en lui disant que c'était un boulet. Et attention, je dis pas que sans ça Zoro aurait pas pu gagner, mais le fait qu'ils se sont neutralisés aussi longtemps alors que Zoro devait absolument rejoindre les autres, prouve un certain degré de comparabilité entre les deux combattants, ce qui est déjà énorme pour un personnage support. Et encore une fois, malgré la défaite, Lucci se relèvera juste après, prouvant encore sa résilience de Zoan éveillé, ce qui pourra s'avérer bien pratique pour notre équipage. Le boug est vraiment tenace. Franchement, rien qu'avec Sanji, Law, Van Augur et Lucci, on a déjà 4 personnages supports qui pourraient tous prétendre au poste de commandant de l'équipage, donc ça part vraiment pas mal du tout. Et évidemment, comment créer un équipage pirate pour atteindre Laugh Tale sans embarquer un personnage capable de déchiffrer les poneglyphes? Alors j'aurais kiffé prendre Oden, mais bon il y est déjà allé donc c'est de la triche. Pudding a pas encore officiellement éveillé son pouvoir de l'élire avec son 3e œil, donc finalement ça nous laisse que Robin comme choix techniquement. J'ai aussi pensé à Vegapunk, vu qu'avec son fruit du cerveau il pourrait sans doute cook un truc, et qu'il nous dit avoir étudié tous les documents d'Ohara, ce qui aurait été pratique vu qu'on aurait eu 7 personnages pour le prix d'un, et accès à des technologies de fou. Mais jusqu'à preuve du contraire, Vegapunk ne peut pas directement traduire les poneglyphes. Corrigez-moi si je me trompe en commentaire, mais c'est pas ce que j'ai compris perso. Pour moi, il s'est contenté d'étudier la bibliothèque d'Ohara, surtout concernant le siècle oublié, ce qui lui a valu de se faire traquer par le GM. Mais ça n'implique pas qu'il puisse lire les poneglyphes, même si c'est tout à fait possible vu que c'est comme ça que Robin a appris, mais comme c'est dit nulle part texto qu'il en est capable, j'ai pas voulu le tenter. Parce qu'après tout, sans un membre vraiment en mesure de lire les poneglyphes et les road poneglyphes, impossible d'atteindre Laugh Tale, donc faut vraiment pas jouer avec ça. Et puis bon, Robin ça reste un très bon atout dans l'équipage. En plus de ses compétences d'archéologue, elle est aussi très compétente en combat. Avant même son combat contre Black Maria sur Onigashima et sa forme démonio, Robin était déjà une combattante très polyvalente, avec un fruit du démon assez puissant qu'elle exploite très bien. Avec son fruit des éclosions, elle peut multiplier ses membres et les faire pousser sur n'importe quelle surface. Combinée avec sa maîtrise des clés articulaires très puissantes, assez pour casser en deux un homme poisson, même si c'était avec l'aide de son clone parce que oui, elle peut se cloner, Robin c'est quand même du solide. Elle peut aussi créer jusqu'à 1000 membres en même temps pour augmenter sa force de frappe, ou déployer des ailes pour voler, même si c'est sur des courtes distances. Aussi, on sait qu'elle a appris les bases du karaté des hommes poissons pendant l'ellipse avec Kohala, donc je vous laisse imaginer le combo dévastateur avec son fruit du démon. Bref, même si c'est pas la combattante la plus puissante du roster, elle sait se défendre et elle est surtout indispensable pour trouver Laugh Tale. Et puis bon, objectivement, qui voudrait pas de cette goat dans son équipage? Aussi, Robin a des compétences en infiltration et espionnage qui seront bien utiles à l'équipage, comme elle l'a montré récemment à Wano en s'approchant d'Orochi, ou bien plus tôt pendant l'arc Alabasta. Comme elle l'explique à Chopper au début de l'arc Water 7, les 2 décennies passées en tant que fugitive lui ont appris à lire les visages des gens et à écouter discrètement leurs conversations, donc c'est assez pratique. Et puis bon, les synergies avec Sanji et même Law sont toujours bonnes à prendre. Pour la navigation, si Nami est objectivement le personnage avec les plus grandes compétences démontrées dans le domaine, j'ai opté pour l'Empereur des Flammes, le numéro 2 de l'armée révolutionnaire et frère d'Ace et Luffy, le grand Sadibo. Alors là, je vous vois d'ici taper vos commentaires en disant que je suis sous piche, mais en fait, Sabo a factuellement des bonnes qualités de navigateur. Au chapitre 585, il nous dit lui-même qu'il est passionné par la navigation, et Ace en rajoute une couche en disant vouloir faire de lui le navigateur de son équipage. Aussi, on le voit se balader dans le Nouveau Monde en solo ou avec plusieurs membres des révolutionnaires, et il semble très bien se débrouiller. Bon, j'avoue, c'est un peu un pari, mais en vrai de vrai, à partir du moment où on a un itinéraire précis, un bateau solide et quelqu'un qui sait utiliser les log poses, avec un équipage prêt à tanker les intempéries de Grand Line et du Shinsekai, on est bon, hein. C'est un peu une hot take, mais le navigateur, ou en tout cas un navigateur du calibre de Nami, c'est pas le rôle le plus important dans un équipage. Ou en tout cas, un mec comme Sabo, ça suffit large pour les raisons que j'ai citées, et dès l'instant où notre équipage réunit les critères que j'ai listés. Et puis bon, j'ai jamais dit que les personnages supports devaient tenir leur rôle principal dans mon équipage. Donc voilà, moi je pense que Sabo fera largement le taf, et on rajoute à ça sa puissance impressionnante grâce à sa maîtrise du Ryusoken, du Haki et de son Logia du feu, et en vrai on se met trop bien. En plus, je sais pas vous, mais même si on en a peu vu, le Ryusoken c'est trop mon art martial préféré de One Piece. En vrai, je suis vraiment curieux, dites-moi en commentaire c'est quoi votre art martial préféré dans One Piece. Bref, Sabo c'est un crack du calibre de Ace depuis l'enfance, formé au combat par le grand Monkey D. Dragon et détenteur d'un Logia cheaté, donc il a tout pour nous aider à atteindre nos objectifs. En plus, il a un vrai sens de la justice et le rêve d'écrire un livre qui raconterait ses aventures, donc il s'intégrera parfaitement à un équipage en quête du One Piece et de la connaissance du siècle oublié en vrai. En fait, il est un petit peu comme Law de ce point de vue-là. J'ai pas eu l'occasion d'en parler quand je l'ai évoqué, mais les deux savent qu'ils font partie d'un tout bien plus grand. Et ils seront, avec Robin, les deux plus gros moteurs dans cette recherche de vérité sur le monde.
Bon, par contre, faut être un peu honnête, et Sabo est pas mal hypé en ce moment, que ce soit diégétiquement par les personnages du manga ou extra-diégétiquement par les fans, mais la vérité c'est qu'il a pas encore eu de vrai gros feat en combat dans le manga, et il a même bien failli se faire fraud check contre le conseil des doyens et Imu. Je veux dire, le mec se fait sauver par un vieux en fauteuil roulant, mais bref, je pense qu'on peut quand même rester dans le train Sabo, il a pas totalement déraillé, et Oda lui réserve sûrement des belles choses à l'avenir. Bon, et on commence cette catégorie des combattants de notre équipage avec celui qui sera aussi notre second, j'ai nommé Roronoa Zoro. Je sais pas trop si j'ai besoin d'expliquer ce choix, mais vraiment pour moi Zoro c'est un incontournable. Super loyal et excellent second comme il l'a démontré plusieurs fois, je pense au post-arc Enies Lobby ou plus récemment sur Elbaf, Zoro synergisera aussi parfaitement avec notre cuisinier et notre archéologue. Et bien sûr, avec son ambition de devenir l'épéiste le plus puissant des mers, Zoro est un conquérant. Acquis de l'observation affûtée, acquis de l'armement surpuissant et maîtrise croissante du Haki des rois, combiné à son talent exceptionnel avec ses 3 sabres, dont 2 au Wasamono quand même, Enma et le Wado Ichimonji, Zoro est juste trop cheaté. Et en plus, il a encore une marge de progression énorme, que ce soit avec son HDR comme on a dit, sa forme Ashura, ou une maîtrise encore perfectible de ses katanas légendaires qui pourraient techniquement tous faire passer au rang supérieur, notamment en noircissant une voire plusieurs. Et pas besoin de vous rappeler son palmarès, rien que récemment, Zoro a tapé King et Lucci, 2 monstres de puissance, sachant qu'avant ça, il avait tenu tête à Kaido et Big Mom, et ce avant même de libérer pleinement le potentiel de son Haki des rois et d'Enma, avec son style du roi des enfers. Et niveau résilience, là encore c'est la crème de la crème. En plus, pour le moment, on a déjà 5 utilisateurs de fruits du démon, donc un deuxième humain entre guillemets normal sera très utile en cas de combat aquatique ou d'accident en mer comme ça arrive souvent dans le monde de One Piece. Bref, en plus de 1100 chapitres, il y aurait beaucoup de choses à dire pour justifier ce choix de prendre Zoro sur mon bateau, mais je pense pas avoir à vous convaincre et de toute façon, on a déjà dit l'essentiel. Ensuite, on enchaîne avec l'ex-amiral et actuellement commandant de l'empereur Barbe Noire, j'ai nommé Kuzan. Et rien qu'avec l'intro que je viens de lui faire, vous comprenez qu'un gars comme ça dans son équipage, c'est juste banger. On parlait des risques de tomber à l'eau pour nos utilisateurs de fruits du démon, bah avec lui, le risque est réduit vu sa capacité à geler la mer sur des kilomètres en un instant. Et puis bon, en tant qu'ancien amiral, le mec a juste consacré toute sa vie à la bagarre. Logia surpuissant, acquis de l'armement avancé et force physique surhumaine grâce à son entraînement avec Garp, Kuzan nous offre des options offensives et défensives super cheatées, en plus d'être objectivement un mec assez chill et qui je trouve s'intégrerait très bien à l'équipage. En plus, son lien avec Robin et avec le prochain personnage de ma liste me font dire qu'en plus de sa puissance, Kuzan nous offrira des synergies intéressantes et ce sera bien utile dans notre quête du One Piece. Parce que ouais, on enchaîne avec notre troisième combattant et pas des moindres, Prime Monkey D. Garp. Bah oui, j'ai bien précisé que je prends les persos peu importe l'époque, et j'en parlais juste avant, mais Garp et Kuzan, tant que leurs intérêts sont alignés bien sûr, c'est quand même une très belle synergie grâce à leur proximité. En plus d'être le mentor d'un ex-amiral, un Monkey D et le héros de la marine ayant refusé plusieurs fois le poste d'amiral pour conserver un semblant de liberté, Garp Prime c'était surtout un putain d'animal sauvage. Décrit comme le seul marine, possiblement avec Sengoku, mais bon lui il est un peu frauduleux, capable de tenir tête à Roger, on apprend au chapitre 0 et au chapitre 551 que le roi des pirates et le héros de la marine ont essayé plusieurs fois de s'entretuer, ce qui a visiblement pas très bien fonctionné pour aucun des deux camps, ce qui implique un certain degré de comparabilité. Et pitié, épargnez-moi vos commentaires bourrés de double standard et de cherry picking. Roger le dit lui-même, les deux se sont affrontés plusieurs fois et aucun n'a vraiment pris l'avantage sur l'autre, donc ils sont à minima comparables jusqu'à preuve du contraire. Ah, et je rappelle qu'une théorie, comme celle qui veut que Roger se retiendrait contre Garp pour une raison obscure, c'est vraiment pas un argument recevable ici et encore moins une preuve. De toute façon, même vieux, il est plus fort que les amiraux, et ça c'est très simple à prouver. Déjà, il y a qu'à voir comment il repousse Marco sans difficulté et le fait saigner, chose que Borsalino avait galéré à faire. Et je dis pas que Marco est niveau amiral, mais il leur donne clairement un combat, alors que Garp arrive à l'intercepter et à l'envoyer dans le décor avec un simple coup de poing. Plus concrètement, dans le manga, il a littéralement humilié Kuzan devant tous ses potes, le prenant de vitesse 2 fois et rendant son fruit inefficace grâce à son haki de psychopathe, le tout à 77 ans. Même blessé et affaibli par une attaque de fourbe de Shiryu qu'il a encaissé pour protéger Kobe, Kuzan arrive tout juste à matcher la force et la vitesse de son mentor. Pour les sceptiques ou les Animonly, Garp a vraiment submergé Kuzan 2 fois de suite et il s'est seulement fait maîtriser parce que Shiryu a pu le blesser et qu'il s'était tapé avec toute la ruche entre temps. Dans leur première interaction, Kuzan tente d'enfermer Garp dans son Ice Ball, mais ça marche pas et Garp le prend de vitesse et l'enfonce dans le sol avec son Blue Hole. Kuzan ne reviendra que plusieurs chapitres plus tard,
échangera une patate avec un Garp mortellement blessé, et même après ça, Garp arrive encore à le prendre de vitesse et à lui mettre un vilain tampon. Bref, en termes de pure stat physique, Garp vieux moleste n'importe quel amiral. Donc je vous laisse imaginer à son prime et avec un haki top tier. Pour vous dire, quand il était plus jeune, Garp a one-shot le gros crâne de Don Shinjiao qui pouvait pourtant fendre un continent en deux. Donc les patates classiques de Garp ont une AP, donc une puissance intrinsèque, de niveau continental. C'est vraiment de la folie. Cette idée d'un Garp trop cheaté en pure stat physique, elle est corroborée par le fait qu'il combattait Roger et Salam Ace à main nue, sans haki, le bouc tord des navires de guerre de la marine en granit marin, une matière plus solide que le diamant, donc tout ça est très cohérent, on l'appelle pas Garp la poigne pour rien. Donc imaginez des patates comme ça mais revêties avec du HDA ou du HDR, le tout quand Garp était à son prime, sachant que l'âge le nerfe considérablement de son propre aveu. Ah, et pour ceux qui douteraient encore que Garp a le HDR, vu que je sais que ça a fait un peu débat pendant la prépublication des chapitres de la ruche, ça a depuis été confirmé dans l'animé et dans la nouvelle vivre carte de Garp. Bref, avec Garp Prime dans ton équipage, niveau combat t'es serein. Et je sais qu'il y a encore un petit groupuscule de personnes qui ont un agenda anti-Garp, mais honnêtement là j'ai pas votre temps. Je le prendrai peut-être un jour pour débunk la montagne d'arguments fallacieux généralement utilisés pour tenter de descendre le GOAT Monkey D. Garp, mais aujourd'hui on va partir du principe qu'on est entre gens sérieux. Le quatrième combattant que j'ai choisi de sélectionner pour mon équipage n'est autre que Ben Beckman. Bon, déjà c'est le second de Shanks, donc le deuxième membre le plus important et puissant de l'équipage du roux. Or, Brand New nous explique au chapitre 957 que l'équipage de Shanks est le plus équilibré en termes de puissance, ce qui a du sens vu la flotte frauduleuse qu'il se coltine. Et comme Shanks est une brute épaisse qui one-shot du niveau kid sans transpirer une goutte, finalement ça fait que upscale Ben Beckman. Sachant qu'avant ça, sa vivre card nous disait qu'il avait des stats physiques comparables à Shanks, et c'est un utilisateur confirmé du HDO et du HDA, donc je vous laisse imaginer le bordel, sachant qu'il se bat pas forcément que au corps à corps, vu qu'on sait qu'il utilise un genre de fusil pour combattre. Et attention, hein, ce que je viens de dire n'implique pas qu'il a le niveau global de Shanks, contrairement à ce que certaines traductions suggèrent, vu que dans One Piece, les stats de base pures sont pas le seul indicateur des capacités physiques d'un perso, étant donné que les différentes formes de haki agissent justement comme des boosts de stats. Or, tant qu'on connaît pas le niveau en haki de Beckman, impossible de juger de sa vraie puissance, mais n'empêche qu'il est forcément très impressionnant dans le domaine pour toutes les raisons que j'ai évoquées. On sait aussi que le premier commandant de Shanks est l'homme le plus intelligent introduit dans la saga East Blue, donc c'est toujours bénéf pour nous. Après, malheureusement, c'est souvent le problème avec ce genre de personnage dans One Piece. Il a vraiment pas accompli grand chose dans le manga pour l'instant, à part froisser Kid off-panel bien avant que ce dernier power-up pour battre Big Mom avec l'eau et braquer Kizaru avec son gun. Mais comme on l'a dit, il a une très bonne représentation en tant que second de l'équipage du roux, et son intelligence sera un vrai atout dans la team. Il y a aussi des spéculations sur son arme, certains pensent que son fusil a peut-être mangé un Zoan mythologique, vu que c'est un peu la mode en ce moment dans le manga, mais bon, là on divague complètement. En tout cas, je pense que vu les règles qu'on s'est imposées pour ce concept, il n'y a pas beaucoup de meilleurs choix que Ben Beckman côté pirate pour notre équipage. Bon, pour les deux personnages suivants, j'ai un peu fait un pari. On l'a dit, Beckman c'est un peu un des meilleurs choix qui nous restait côté pirate. Côté révolutionnaire, à part Dragon dont on sait pas grand chose et Sabo qu'on a déjà, c'est un peu le néant pour le moment. Et je pourrais la jouer safe en prenant que des secondes empereurs, mais je pense vraiment pas que ce soit le meilleur plan. Bref, en vrai j'avais plein d'idées pour ces deux derniers membres de mon équipage, et je pense avoir cook un truc, mais je vous laisserai seul juge de ça dans les commentaires. Parce que pour l'avant-dernier membre combattant de notre équipage, j'ai opté pour le Séraphin S-Hawk. Objectivement, j'aurais pu prendre n'importe lequel des pacifistas sous stéroïdes du SSG, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris S-Hawk dans un instant. Avant ça, c'est bon de rappeler que les Séraphins sont des clones boostés des 7 grands corsaires, basés sur leur facteur de lignage, et à qui on a donné des gènes de Lunaria et des pouvoirs de fruits du démon, histoire de les rendre encore plus fumés. D'après Fujitora, les Séraphins compensent largement la perte des Shichibukai, et pour Vegapunk, ils représentent la plus puissante race de l'histoire de l'univers One Piece. Alors, bien sûr, chaque Séraphin n'est pas plus fort que son homologue corsaire, mais en termes de potentiel, ça fait aucun doute qu'ils sont turbo avantagés. Et même à leur jeune âge, S-Bear et S-Hawk tankent sans broncher des attaques combinées de Luffy Gear 4 post-Wano, de Lucci et de Zoro et Kaku, sans parler de S-Hawk qui met la pression à Barbe Noire. Parce que oui, rappelez-vous, les Séraphins sont encore des enfants. Donc en grandissant, leur puissance et leur expérience va faire que grimper, donc c'est un assez bon pari je trouve. Et je vous le disais, mais si j'ai choisi spécifiquement S-Hawk, c'est pas juste parce qu'il a été cloné à partir du plus puissant des corsaires, ni pour son fruit du démon des lames qui lui va parfaitement. Bon, j'avoue que c'est aussi un peu pour ça, mais en vrai c'est surtout pour les potentielles synergies avec l'équipage, je m'explique. Pour commencer, même si c'est déjà un épéiste doué, S-Hawk pourrait bénéficier des conseils de Zoro en la matière, sachant que lors de leur interaction sur Egghead, le chasseur de pirates comparait le clone de Mihawk à ce dernier, mais décelant chez lui une certaine humanité. C'est un truc qu'on a aussi remarqué chez S-Snake d'ailleurs, prouvant que les Séraphins ne sont pas juste des robots dénués d'humanité, ce qui au passage débunk l'idée qu'ils ne puissent pas maîtriser le haki.
Du coup là, t'imagines un S-Hawk adulte, entraîné au sabre et au haki par Zoro, ce qui bouclerait la boucle avec Mihawk au passage, et ça ferait de lui un membre de notre équipage ultra fumé. Enfin, pour le dernier combattant, j'ai choisi Saint Garling Figarland. Alors, allez savoir son vrai niveau à lui, et je pense pas que ce soit le mec le plus facile à vivre sur le bateau, mais d'un autre côté, j'avais envie de faire ce pari. Bon, déjà, je crois que c'est assez clair que les Figarland, c'est pas des rigolos, et le patriarche est quand même très bien représenté dans le manga, malgré son très faible screen time. C'est l'ancien chef des Chevaliers Divins, il parle au Gorosei comme à ses petits, et on sait qu'il a eu un rôle relativement important à God Valley. Il y a même une théorie qui veut que ce soit lui qui ait fait ses cicatrices à barbe blanche, parce que quand il voit la tronche de Shanks au chapitre 434, Newgate dit que ça réveille les blessures que l'autre empafé lui a infligées. Alors instinctivement, on a tous pensé à Roger à ce moment, et en vrai c'est toujours possible que ce soit à lui qu'il fait référence, parce qu'il me semble que dans un guide, on nous disait justement que c'est Roger qui avait scarifié Newgate, mais bon, rien qui soit pas possible à Redcon. Et comme on sait que Garling jeune ressemble trait pour trait à Shanks, de toute façon ils ont tous la même gueule dans cette famille, bah la théorie me plaît donc elle est vraie. Ah, et bien sûr on prend Garling à son prime, hein, ou en tout cas on prend pas sa version vieux, histoire d'être sûr qu'il va pas nous faire un AVC au milieu du voyage. Bon, et je le disais en intro, mais du coup le capitaine de cet équipage n'est autre que... moi-même. Bon, j'avoue c'est un peu mid dit comme ça, mais rappelez-vous, j'ai le droit de choisir un pouvoir existant du monde de One Piece, ou bien de m'en inventer un qui respecte le power system du manga. Et autant j'aurais kiffé vous inventer un bête de fruit du démon pour le divertissement, autant je vais juste choisir de prendre le Ito Hitonomi modèle Nika. En fait, je pense que vous me voyez venir, mais si je fais ce choix-là, c'est que, comme beaucoup, je suis assez convaincu qu'être le nouveau Joy Boy, et donc avoir éveillé ce fruit, c'est obligatoire pour vraiment arriver au bout du monde et obtenir le One Piece. Les récents événements du manga tendent tous à prouver cette théorie, et plus on avance dans le récit, plus les preuves s'accumulent. Donc si le but c'est vraiment d'obtenir le trésor final, le Ito Hitonomi modèle Nika sera sans doute la clé du coffre. Ah, et bien sûr, en bonus, il nous faut choisir notre dernier membre, tout aussi important que les autres, notre bateau. Et en vrai les gars, encore une fois, flemme de faire le mec différent, je vais juste prendre le Sunny en fait. Et certes, sans Franky à son bord, on perd un peu de son potentiel, notamment parce qu'on pourra pas utiliser les deux derniers docks qui servent à assembler le Franky Shogun, mais bon, si on a les plans du bateau, nos membres pourront largement l'entretenir, Lucci en tête. Parce que, prenez l'Euro Jackson par exemple, Tom n'a jamais fait partie de l'équipage de Roger, et pourtant le bateau il naviguait très bien. Bref, en plus, une petite brigantine ne sera pas un problème pour un équipage de 13 personnes comme le nôtre, et on pourra donc bénéficier à fond de tous ces avantages. Sanji pourra nous mettre bien avec le bar aquarium comme dans le manga, pareil pour Robin et la bibliothèque, Lo aurait son infirmerie, et bien sûr, on aurait tous les docks et le coup de burst en cas de galère. Et en vrai, même si on arrive à court d'énergie pour le coup de burst, Garp aura son propre coup de burst intégré dans chacun de ses points, donc c'est chill. On pourrait d'ailleurs imaginer un système d'alimentation qui ferait tourner l'énergie du bateau grâce à l'énergie thermique, plutôt que grâce au cola, énergie qu'on aurait en quasi illimité grâce aux fruits du démon de Sabo. Bref, honnêtement, le Thousand Sunny, c'est trop le meilleur bateau qu'on puisse avoir dans mon livre. Voilà les potos, je pense avoir cook un équipage bien solide, assez synergique, à quelques énergumènes près qu'il faudra surveiller, mais qui a surtout toutes les clés pour atteindre Laugh-Tale et faire de votre serviteur le roi des pirates. En vrai, j'espère que vous avez kiffé le concept, si c'est le cas, faites-le moi savoir avec le pouce en l'air des familles. C'était la première vidéo One Piece sur la chaîne, et même si je pense pas avoir à apporter autant que d'autres créateurs niveau théorie et analyse du lore, vu que même si je suis à jour, je l'ai jamais trop étudié, bah je pense quand même que je pourrais remettre quelques pendules à l'heure niveau power scaling. Du coup, n'hésitez pas à me dire si plus de contenu One Piece sur la chaîne ça vous chaufferait. Voilà, je pense avoir tout dit. Comme d'hab, merci à vous les tipeurs pour le soutien, et tous les liens pour mes réseaux sont en description, donc n'hésitez pas à follow. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.